Dernière table ronde de la journée, réalité virtuelle, augmentée, edge computing, intelligence artificielle, 6G, robotique. Comment la 5G permet à d'autres technologies d'émerger? Les nouvelles technologies ou les nouvelles générations de technologies de télécommunications marquent souvent l'émergence de nouveaux écosystèmes et de nouveaux cas d'usage. C'est le cas, bien sûr, avec la 5G. Grâce à sa faible latence, à son débit de transmission élevé, à sa capacité à gérer massivement des objets connectés, à la possibilité de mettre à disposition des tranches de réseau pour des usages particuliers, cette 5e génération de téléphonie mobile permet l'éclosion de nouveaux services et donne un nouvel élan à des technologies existantes telles que la réalité virtuelle. Une partie du patrimoine de cette 5G servira aussi de base à la génération suivante, la 6G, à condition de régler, évidemment, l'éternelle question des fréquences. Donc, ça fait partie des sujets dont on va parler. Alors, pour éclairer ce sujet sous différents angles, nous accueillons autour de cette dernière table ronde de la journée Akima Chaouchi, qui est responsable de la thématique stratégique souveraineté numérique et sobriété à l'Institut Mines Télécom. Akima, je l'ai vu, voilà, qui va nous rejoindre sur scène. Également, donc, chargé de mission cyber, télécom et cloud à la DGRI et au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Aurélien Palix, sous-directeur des réseaux et usages numériques à la Direction générale des entreprises, donc au ministère de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Donc, c'est chez lui. On est voilà. Bienvenue, parce que vous êtes déjà chez vous, donc voilà. Thierry Lucidarme, directeur technologie, standard, IP et valorisation chez Bicom. Et Emmanuel Fossurier, de la direction de la planification du spectre des relations internationales à l'ANFR. Donc voilà, si vous voulez bien nous rejoindre également. Si vous voulez bien prendre place, asseyez-vous. Voilà, moi je vais du coup migrer comme ça, on sera plus près. Alors, est-ce que oui, c'est bon, on a des micros qui marchent, tout va bien, on peut démarrer vraiment. Alors, ma première question sera pour vous, Aurélien. Donc, la 5G fait partie des technologies qui ont été identifiées comme un marché cible à fort potentiel de croissance dans lequel la France dispose de réelles capacités. Quel est le rôle de la DGE pour accompagner, stimuler les infrastructures et les usages de la 5G ? Le rôle de la DGE, ça a été déjà de défendre le fait que la 5G, c'était important dans le cadre de l'élaboration du plan France 2030. Donc, comme vous le savez, France 2030, c'est 54 milliards d'investissements qui seront dédiés à des technologies prioritaires, dont justement fait partie la 5G et les réseaux du futur. Cette stratégie... les moyens dans le cadre de France 2030 sont élaborés dans le cadre d'une stratégie qui est interministérielle, donc qui se fait en lien bien évidemment avec les autres ministères, le ministère de la Recherche, le ministère de la Transition environnementale, de l'ANSSI, enfin tous nos partenaires sur ces sujets-là. C'est la DGE qui coordonne cette stratégie, qui va mobiliser jusqu'à 500 millions d'euros de financement public d'ici 2026 et qui devrait, avec un effet de levier, générer plus d'1,5 milliard d'investissements. Cette stratégie, on l'a structurée autour de 4 axes assez simples. Le premier, c'est développer la demande et les cas d'usage. Le second, c'est développer une offre souveraine sur les différentes briques constitutives de la 5G. Le troisième, c'est consolider les forces en termes de recherche et développement pour justement nourrir ensuite l'innovation de nos entreprises. Et le quatrième axe, c'est renforcer la formation et les compétences dont on dispose dans notre pays. Et l'objectif, bien évidemment, le premier objectif, c'est de disposer d'offres françaises souveraines sur les différentes briques techno qui constituent la 5G et les réseaux du futur. C'est de préparer la 6G, bien évidemment. On y reviendra probablement tout à l'heure. Et au-delà de ça, c'est aussi de créer des emplois. Donc, on s'est donné quelques KPI qu'on essaie de mesurer via un observatoire qu'on mène avec le secrétariat général pour l'investissement pour créer 20 000 nouveaux emplois d'ici 2027, accompagner la capacité de nos PME à exporter en renforçant leur chiffre d'affaires à l'international. Et je vais peut-être m'arrêter là, je ne vais pas vous lister tous les KPI non plus.
Alors, vous avez cité des montants déjà qui sont conséquents. De quels autres leviers disposez-vous dans les autres services de l'État ou autres pour pousser justement cette politique? Ah, c'est vraiment le cœur de notre politique, cette stratégie. Donc on a des dispositifs, je vais peut-être y revenir dessus. Et ensuite on a des initiatives qui sont notamment en termes de justement sur la préparation de la 6G, mais Akima pourra beaucoup mieux en parler que moi, notamment via une initiative qu'on finance dans le cadre de France 2030 pour préparer la standardisation de la 6G et positionner la France sur le sujet. Mais peut-être sur les différents axes que je viens de citer, donc de la stratégie, par exemple sur l'axe 1, sur la diffusion de la 5G, on a financé des plateformes d'expérimentation de la 5G dans les territoires. L'objectif, c'était de mettre en relation un utilisateur final qui avait un besoin et qui se disait que justement la 5G pouvait lui apporter une solution qu'on a mis en lien avec des intégrateurs, les opérateurs, les équipementiers, des startups innovantes sur le sujet pour essayer de tester la 5G et de voir dans quelle mesure la 5G permet de répondre à ces besoins. Donc on a 19 plateformes qui sont actuellement, qui tournent aujourd'hui. Qui sont sur des sujets variés, principalement industriels, mais on a aussi des cas d'usage sur la santé, sur la mobilité. On a lancé également une mission sur la 5G industrielle pour identifier quels étaient les freins. Donc c'était Philippe Herbert qui était... Oui, tout à l'heure, il a parlé effectivement. Il a parlé de sa mission et donc qui a mené diverses recommandations, notamment sur faciliter l'accès aux fréquences, mais aussi mettre en place des campus Fab Lab 5G qu'on a financé. Donc on en a financé 2 via France 2030, un à Cluse et un autre à Rennes. Donc ça, c'est par exemple sur ce qu'on a pu faire sur la diffusion de la 5G. On a aussi, sur les axes 2 et 3, donc recherche et développement d'une offre souveraine, lancé des appels à projets pour financer des projets innovants sur les différentes briques. Donc on finance des projets innovants, notamment avec Bicom sur des développements de cœur de réseau, mais aussi sur le RAN, sur la virtualisation des réseaux. Donc on essaie de balayer l'ensemble via nos appels à projets, de balayer l'ensemble du spectre et des technologies et des briques qui permettent de financer tout ça. L'appel à projet est encore ouvert. Là, il y a eu une relève récemment et la prochaine relève se termine en novembre prochain. Et sur la formation, on n'a pas un dispositif spécifique. C'est un dispositif qui est transverse à France 2030 et qui s'appelle l'appel à manifestation d'intérêt CMA, donc compétences et métiers d'avenir. Et donc là aussi, il y a eu des projets spécifique à la 5G, notamment un porté par l'IMT assez important qui a été sélectionné, et donc qui va permettre de renforcer notre formation sur le sujet et de renforcer nos compétences et de pouvoir justement que nos entreprises puissent avoir les compétences dont elles ont besoin. On en parlera tout à l'heure. Merci pour cette introduction. Thierry Luciderme, avant toute chose, pouvez-vous nous expliquer, je vais y arriver, pour ceux qui ne vous connaissent pas bien, ce qu'est l'Institut Bicom et quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez? Ça a été évoqué, Aurélien a évoqué un des sujets sur lesquels il travaille avec vous, mais plus globalement. Oui, bonjour à tous. Donc Bicom, c'est une fondation de recherche technologique et on explore, on conçoit et on développe des solutions technologiques pour nos membres industriels, au service de nos membres industriels, au service d'autres clients aussi, avec un réseau d'académiques, avec les salariés de Bicom. Et on essaye d'adresser des verticales technologiques comme la connectivité 5G, qui est le sujet d'aujourd'hui, les images et réseaux, la cybersécurité, l'IA, le cloud, les jumeaux numériques. Vous êtes combien, rappelez-nous, et vous êtes situé dans l'ouest de France? On est 120 et nous sommes à Rennes. À Rennes. C'est son Sévigné. Absolument. Voilà. Alors côté connectivité, on a donc on est 120 aujourd'hui. On était un peu plus nombreux il y a un an. On a créé une filiale de commercialisation d'un cœur de réseau 5G qui s'appelle Obvious. Très bien. J'ai listé très sommairement en introduction quelques-uns des avantages de la 5G. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les capacités de cette technologie si on veut aller un peu plus loin que simplement en disant la latence, Massive IoT? Alors bon, la 5G bénéficie des effets, je pense qu'il faut le dire, des effets cumulatifs de la norme. Donc la 5G vient après la 3, la 4. Donc on a cet effet cumulatif, comme vous le rappeliez, autour de
autour de la diminution de la latence, l'augmentation de la bande passante, l'augmentation de l'efficacité spectrale, etc. Donc ce mouvement est en cours. C'est un mouvement quand même contre lequel a du mal à lutter des solutions propriétaires type PMR, Tetra, etc. Parce qu'il y a toute cette puissance qui est derrière. On a un peu mentionné ce matin les cas d'usage classiques. Chaque fois qu'il est question d'un besoin de mobilité, de cybersécurité, de stabilité du lien, de supervision de l'ensemble du réseau, on peut faire appel avantageusement à la 5G. Puis je crois aussi qu'il y a, et ça transparaît en creux un peu dans les discussions qu'on a eues ce matin autour de l'IT, et de l'intégration des réseaux 5G dans les logiques d'IT des entreprises. Je crois qu'il y a une convergence quand même entre les télécoms et l'IT, au profit de l'IT, avec la virtualisation des fonctions qu'on avait dans les réseaux, qui aujourd'hui ne sont plus, une fonction particulière n'est plus dans une boîte, dans un réseau. Elle peut être virtualisée, elle peut intégrer des serveurs assez génériques, elle peut se trouver dans le cloud. Et donc toute cette standardisation, cette normalisation, j'ose le mot, commoditisation quelque part, joue un effet de volume qui profite effectivement à l'IT et ultimement au use case qu'on va pouvoir développer avec la 5G. Donc ça va dans le bon sens. C'est une longue convergence qui a commencé avec l'IP, donc ça a déjà un certain nombre d'années. Tout à fait. Effectivement. Akima Chaouchi, la 5G fait partie du programme de recherche Réseau de futur, donc issu de France 2030, un programme qui a été lancé en juillet 2023. L'IMT, où je le rappelle, vous êtes responsable de la thématique stratégique souveraineté numérique et sobriété et partie prenante dans les projets d'innovation avec des industriels et aussi les programmes de recherche publique en partenariat avec les laboratoires du CNRS et le CEA. Quels sont vos axes de recherche dans ce cadre qui est quand même à la fois assez vaste et assez précis? Alors, en tant que professeur depuis, on va dire, une vingtaine d'années, donc j'ai pu diriger donc des travaux de recherche autour de ce qu'on appelle la qualité de service dans les réseaux. Et c'est bien que vous m'aviez tendu la perche avec l'IP. Donc c'est vrai que j'ai travaillé beaucoup sur des technologies, des architectures de l'Internet. Et avec l'arrivée de l'Internet des objets, donc tous les chercheurs qui sont dans le même profil que moi, donc domaine réseau, performance, modélisation, etc., on a dû travailler beaucoup sur la partie accès, des technologies finalement assez hétérogènes. Donc sur les dernières années, j'ai travaillé beaucoup sur l'interopérabilité, les problématiques d'hétérogénéité liées aux techniques de sécurité ou bien aux techniques de communication. Et donc j'ai vécu aussi par la recherche la transition vers la 5G qui est arrivée à faire converger dans un même réseau les différentes qualités de service. Alors la qualité de service vue du monde applicatif, ça peut être donc une application qui demande de la rapidité dans la communication, ça peut être une application qui veut du très haut débit, et on l'a vu avec l'arrivée de l'Internet des objets, pour l'automatisation des applications métiers, on a un besoin de capture rapide des données et donc traité rapidement par des algorithmes qui sont installés dans le réseau. Donc tout ça, pour quelqu'un qui travaille donc dans la recherche en réseau et télécommunications, il est amené en fait à traiter ces problématiques-là donc d'interconnexion, mais aussi de cohabitation de technologies qui sont différentes. Et d'arriver finalement à maîtriser cette qualité de service de bout en bout. Effectivement, pour la stratégie d'accélération 5G réseau du futur, qui est inscrite dans France 2030, ce qui est intéressant, c'est de voir que les programmes de recherche pour tout l'écosystème national académique est inscrit dans la trajectoire donc de la filière industrielle, donc de la stratégie d'accélération. Et donc, un programme de recherche dédié pour le développement des technologies 5G et réseaux du futur est inscrit dans la stratégie. Et on peut citer quelques problématiques qui sont du côté donc, de l'interface radio. Ça peut partir donc, de la recherche matériaux, par exemple le côté antennaire. Donc on va avoir des surfaces intelligentes pour pouvoir faire de la transmission très haut débit. Il y a la partie donc, dans la 5G qui est assez particulière dans le réseau d'accès, qui est venue en fait amener un changement de paradigme pour passer d'une architecture où l'équipement, le côté hardware est remplacé petit à petit par des fonctions
fonctionnalités qui vont être plus logicielles. Et donc, dans cette démarche-là est venue la possibilité justement de positionner quelques fonctionnalités de télécom dans la partie, comme l'avait dit tout à l'heure Thierry, qui est l'IT. Et donc, des fois, on retrouve le terme ou le paradigme shift. Des fois, on parle de telco to teco. Donc la partie TECO étant l'IT. Et donc, ce qui est intéressant dans la stratégie d'accélération, c'est que justement l'écosystème académique est accueilli aussi bien sur la partie recherche, sur ces problématiques-là. Il y a aussi un paradigme important dans le cœur de réseau 5G qui est lié à l'automatisation de la configuration du réseau. Et derrière, on a des concepts comme ce qu'on appelle l'orchestration, le slicing, qui fait qu'on crée en fait un réseau configuré à la demande selon les besoins des applications métiers sur lesquelles on installe un réseau 5G. Et là, on va retrouver donc les différents use cases ou les plateformes 5G privées qui ont pu valider des concepts donc, qui viennent aussi bien du monde de la recherche que de l'innovation. Aurélien Palix, vous êtes sous-directeur des réseaux et des usages. Nous avons évoqué dans les tables rondes précédentes plusieurs cas d'usage, liés notamment à la 5G privée. Est-ce que vous voyez émerger d'autres cas d'usage lorsqu'on associe la 5G à d'autres technologies, comme celles qu'on a citées dans le titre de cette table ronde? On a parlé de robotique, d'IA, de réalité virtuelle. Bah oui, vraiment pour nous, la 5G, on considère que c'est une technologie un peu socle qui sera nécessaire au développement de nouveaux usages qui nécessitent de plus en plus de données, qui sont de plus en plus exigeantes en termes de débit, en termes de latence. Et typiquement, les technologies immersives, la robotique sont vraiment des technologies qui vont pouvoir se développer grâce à des réseaux plus efficients. On a d'ailleurs financé un projet avec France 2030, donc pays 5G, qui est porté notamment par le CEA. Et cet objet, justement, il vise à faire un peu le lien entre robotique, réalité virtuelle, réalité augmentée et 5G, puisqu'il teste la 5G pour de la robotique de précision à distance via de la réalité virtuelle. Donc je m'explique peut-être un peu plus concrètement, c'est on a un robot qui va aller opérer des opérations qui nécessite un haut degré de précision à distance parce que tout simplement un humain ne peut pas intervenir parce que c'est un milieu hostile, donc typiquement une centrale nucléaire, une fonderie ou autre. Et donc le projet, il a besoin de la 5G pour pouvoir permettre à l'opérateur à distance, via de la réalité virtuelle, à manier le robot pour faire des opérations très précises. Et donc là, ils sont en train de travailler, de tester, et ils se rendent effectivement compte que la 5G est beaucoup plus efficace que le Wi-Fi ou d'autres solutions de technologie. On a aussi le cas typiquement dans des usages liés à la santé. D'ailleurs, encore une fois, ici aussi, la réalité virtuelle va être très prometteuse pour les usages de santé, pour avoir accès à des données à jour, pour avoir des informations à l'instant T lors d'une opération. Et d'ailleurs, de manière sinon plus concrète, on a aussi financé un autre projet, le projet Engage 5G and Beyond, qui est d'ailleurs porté par l'IRT Bicom, où justement c'est un projet qui est développé avec le CHU de Rennes, où on mobilise la 5G pour pouvoir suivre à distance les signes vitaux des patients et pouvoir mettre en place un service de réanimation éphémère. Et sinon, peut-être, alors c'est peut-être un peu moins transformant pour l'économie, mais je trouvais ça important de le mentionner en cette année des JO. On a aussi testé des cas d'usage un peu moins standard et un peu moins industriel. Notamment, on a un projet avec la Fédération française de cyclisme pour un vélo connecté qui mobilise des capteurs en temps réel pendant les entraînements, mais aussi et surtout pendant les compétitions, pour avoir un maximum d'informations sur la performance à la fois du matériel et aussi du cycliste, tout simplement, pour pouvoir mieux monitorer tout ça. Et la performance du dopage, pour voir. Justement, sans dopage. Je ne sais pas s'ils font avec et sans dopage, et ils font un comparatif après. Mais en tout cas, ils se sont rendus compte qu'en conditions réelles, et notamment pendant les compétitions, la 5G était clairement la technologie la plus robuste, parce que le Wi-Fi, le Bluetooth, c'était pas suffisamment robuste à cause de beaucoup d'interférences, des collisions qui parfois permettaient pas de récolter les données. Et en plus, il y a aussi, encore une fois, la 5G permettait de sécuriser les données et de pouvoir limiter toute fuite de données sur ces sujets-là. Thierry, est-ce que vous voyez émerger de nouveaux cas d'usage portés par les projets de vos clients? Est-ce qu'ils vous amènent des choses auxquelles vous n'aviez pas forcément pensé? Bon,
déjà, on peut dire qu'on a, effectivement, chez Bicom, on a l'expérience d'un certain nombre de cas d'usage dans pas mal de domaines de l'industrie. Donc, on a été amené à traiter, par exemple, des mesures de conformité dans le bâtiment avec des lunettes connectées pour le compte de constructeurs du bâtiment. On a été amené à traiter des régies mobiles pour le compte de médias, pour couvrir des festivals de musique. On a traité, on parlait ce matin de l'industrie 4.0, j'aurais dû le dire en premier pour Acom, par exemple, avec le cœur de réseau uniquement. Des cas d'usage dans le domaine de la défense, notamment une bulle tactique aéroportée qui, alors pour le compte d'un industriel de la défense, Airbus pour ne pas le nommer, une bulle tactique qui vient couvrir un théâtre d'opération et qui comprenait à l'intérieur tout le réseau, RAN et cœur, de manière à pouvoir créer très très rapidement des contextes de communication là où ça le nécessitait. Donc on a les cas d'usage de la santé qui ont été évidemment mentionnés précédemment pour les CHU de Rennes et de Brest, où en fait la 5G a pu démontrer finalement des qualités de rusticité. En fait, c'est pas compliqué à déployer. On peut très rapidement déployer un hôpital de campagne, installer quelques antennes, allumer le cœur de réseau et bénéficier des services de la 5G pour pouvoir très rapidement fournir des services aux chirurgiens. Donc ça c'est des cas qui ont été démontrés. Je crois que ce que j'ajouterais aussi, c'est qu'on essaye d'intégrer dans ces développements-là, et pour la 5G, la 6G, des facteurs nouveaux tels que l'intelligence artificielle ou les besoins d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique. Et on a pu montrer, par exemple, que en remplaçant certaines fonctions, alors c'est de l'implémentation, mais en remplaçant certaines fonctions classiques dans des radios 5G, et a fortiori 6G, on pouvait améliorer les fonctions de localisation, par exemple. Donc, un réseau de neurones plutôt qu'un récepteur classique, intégrer un récepteur classique pouvait améliorer les fonctions de localisation. Donc on peut penser à des nouveaux cas d'usage liés à des localisations très très précises. L'intelligence artificielle intégrée aussi dans le cœur de réseau permet de détecter des intrusions, par exemple, où on peut la mettre au service d'un certain nombre de fonctions de cybersécurité. Bon, je ne vais pas développer, mais ça peut nous amener effectivement des cas d'usage et des avantages fonctionnels assez intéressants. Alors, Akima Shaoshi, quels sont les principaux défis que la 5G et la future 6G pourraient aider à résoudre pour les technologies émergentes telles que la réalité virtuelle et augmentée, l'edge computing, l'IA ou la robotique, pour compléter un petit peu ce que Thierry a commencé à amorcer en réponse? Alors, je prendrai moi le côté human-centric pour les applications. Donc, en parlant de réalité virtuelle augmentée ou la robotique, on a tout de suite une dimension de perception qui est comparée à ce qui est acceptable par rapport à l'humain. Et donc, on a cette dimension temps réel au niveau de l'application, que ce soit la réalité virtuelle augmentée, et il y a le côté aussi communication critique dans le cas de la robotique. Dans le cas de la robotique, on a quelque chose de très particulier qui est la télécommande donc de parties, on va dire, mécaniques. Qui, d'un point de vue 5G, en tout cas sur la partie sécurité, on va dire que c'est l'une des technologies qui pourrait permettre ce lien donc, descendant donc, en termes de télécommande. Et sur la partie donc, intelligence artificielle ou bien edge computing, on va avoir aussi la dimension donc, capture de données rapide, stockage, et puis possibilité donc, de mettre à disposition des algorithmes d'intelligence artificielle
qui sont généralement distribués sur ce qu'on appelle edge computing, c'est-à-dire c'est des machines de calcul qui sont proches en fait des parties donc qu'on veut automatiser dans les métiers. Et effectivement, la 5G, du fait qu'elle dispose de des trois qualités de service de communication, donc je les rappelle, donc on a la partie temps réel, on a la partie très haut débit, et puis la partie donc connectivité de beaucoup d'objets connectés et leur gestion donc rapide. Donc ça, ce sont des éléments indispensables pour répondre aux besoins applicatifs donc de la réalité virtuelle, qui va avoir besoin de très haut débit en termes de communication, de la partie communication rapide, donc, qui est valable aussi bien dans la partie réalité virtuelle augmentée ou bien robotique, et puis la dimension donc, connectivité de beaucoup d'équipements et puis gestion de la partie donnée de façon distribuée, qui va être facilitée par l'architecture logicielle qui accompagne justement le réseau 5G. Donc, on va dire que la 5G, en tout cas, a mis les bonnes briques. Après, si on veut pousser plus loin sur la future 6G, eh bien, on va revenir sur le côté réalité augmentée ou même les communications qu'on appelle holographiques avec la dimension temps réel. C'est-à-dire que vous avez un personnage sur scène et vous pouvez avoir son hologramme autre part. Et puis, l'intelligence artificielle va anticiper, par exemple, les mouvements et le réseau, du fait qu'il soit très, très rapide, pourrait reproduire ces mouvements-là au niveau du hologramme. Mais les bases technologiques, elles sont déjà définies dans la 5G. Aurélien Palix, il y a une autre technologie effectivement à côté de la 5G dont on parle beaucoup, c'est l'IA. L'IA fait partie de votre domaine de compétences au sein de la DGE. Est-ce que vous voyez d'autres cas d'usage dans lesquels ces deux technologies sont amenées à fonctionner ensemble, ce qui a été déjà évoqué ? Oui, bah, ça a déjà été évoqué. Je veux peut-être aussi, encore une fois, ouvrir une porte déjà ouverte, mais déjà, je pense que ces deux technologies-là, elles vont se nourrir l'une l'autre. La première chose à dire, c'est que sans infrastructure, sans connectivité, et donc il n'y a pas de transfert de données, et donc sans données, il n'y a pas de modèle, il n'y a pas d'IA. Donc déjà, c'est quand même assez important d'avoir des infrastructures qui soient résilientes et qui soient efficaces. Et par ailleurs, l'IA va aussi permettre à la 5G de s'améliorer. Donc Thierry le citait en termes de sécurité, en termes d'empreinte environnementale. Donc il va y avoir, les deux technologies vont se nourrir l'une l'autre. Si on s'intéresse plus à des usages plus concrets, encore une fois, on a une multitude de possibilités. Par exemple, la mobilisation de l'IA et de la 5G pour la mobilité, avec l'émergence des véhicules autonomes. Donc qui reste encore, il y a encore beaucoup de progrès à faire sur le sujet, mais mine de rien, c'est en alliant ces deux technologies-là qu'on va tendre vers l'autonomie des véhicules. On a aussi le sujet de la santé qui reste encore important, puisqu'on peut mobiliser l'IA pour des cas de télémédecine, de suivi de monitoring des patients grâce à des objets connectés en temps réel, encore une fois. Et on peut aussi citer le sujet des médias, du divertissement et de l'accessibilité des contenus. On a notamment financé aussi, encore une fois, dans France 2030, un projet, le 5G Event Lab, qui utilise justement conjointement la 5G et l'IA pour plusieurs cas d'usage, notamment enrichir les commentaires en direct lors d'un match pour les spectateurs, ou encore le déploiement de tablettes tactiles qui mobilisent l'IA pour retranscrire le match en direct pour des personnes non-voyantes ou malvoyantes. Et donc ça, typiquement, c'est des projets qui ont été développés et qui vont pouvoir être justement utilisés, encore une fois, je reviens sur l'année olympique, mais qui vont pouvoir être déployés dans les stades olympiques cet été. Emmanuel Fossurier, il y a un sujet dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent. Donc, ça a été évoqué brièvement par Florence Herpelding. Elle a parlé un petit peu des fréquences. Alors, vous travaillez à l'ANFR, l'Agence nationale des fréquences, et vous vous occupez de suivre au niveau international les travaux de groupes d'experts et des industriels autour des bandes de fréquences qu'on utilise dans les télécoms, en faisant valoir autant que possible le point de vue français. Alors, quels sont les enjeux du choix des bandes de fréquences possibles? Quel impact cela peut avoir pour la carrière de telle technologie? Et là, on peut peut-être parler 5G et peut-être commencer à amorcer la question de la 6G. Oui. D'abord, j'indiquerai que les spécifications, les besoins technologiques sont une donnée d'entrée du problème. Mais très clairement, dans la dynamique de recherche de bandes de fréquences, la question des utilisations existantes est extrêmement structurante.
Alors on est confronté, on participe à de longues réunions sur des cycles éventuellement assez longs pour se mettre d'accord avec d'autres administrations, avec les industriels, pour trouver des solutions en fréquence pour des nouveaux besoins. C'est vrai qu'on dit pas de service sans infra, mais pas d'infra sans fréquence. On devrait rajouter peut-être. Voilà. Et il faut s'appuyer certainement sur une palette de bandes de fréquences pour atteindre une variété d'objectifs. Peut-être autour de la 5G, on a quand même pas mal de recul maintenant sur les travaux passés. Bon, on a beaucoup parlé de la bande à 26 GHz. En fait, il y avait trois axes principaux concernant les travaux sur les bandes de fréquence. 26 GHz, en gros, ça a été la réponse en fréquence à la recherche d'une bande offrant de l'ordre de 2 à 3 GHz de spectre contigu en gamme millimétrique. C'est une bande candidate qui a été identifiée dès 2015 à la Conférence mondiale des radiocommunications. C'était d'ailleurs un succès européen par rapport à la bande 28 GHz qui était portée plutôt par les États-Unis et la Corée du Sud. Donc c'est une longue histoire. Les enjeux fréquences dans ce type de choix, c'est comment harmoniser, comment permettre l'utilisation de cette bande pour ces nouveaux cas d'usage, en l'occurrence essentiellement pour cibler l'ultra haut débit, tout en maintenant notamment la réception satellite pour du rapatriement de données scientifiques, parce qu'il y a donc des services scientifiques d'exploration de la Terre par satellite collectent. Ils sont dans les 28 MHz, si ma mémoire est bonne, non? Les satellites. Les satellites, pour ce type d'usage, vous en trouvez dans toutes les gammes de fréquences et ils suivent aussi une certaine évolution. Donc, par exemple, typiquement, à 8 GHz aujourd'hui est une bande essentielle pour le rapatriement de données au sol. La bande 26 GHz a été identifiée il y a quelque temps comme on va dire la bande future pour rapatrier des données toujours plus conséquentes, des volumes de données toujours plus importants. On pourrait mentionner aussi dans les problématiques de partage, il y avait la coexistence avec la bande passive adjacente à 24 GHz. Il y a aussi des questions qui vont être réglées uniquement au niveau national quand il s'agit, à un moment donné, la seule solution, c'est éventuellement de migrer une application existante. Par exemple, les faisceaux hertziens à 26 GHz, qui ne constituent plus une solution pour déployer des FH en France. Peut-être sur les autres axes de travail, sur les bandes de fréquences, il y a bien sûr la bande à 3,5 GHz. Ça a été en fait essentiel très tôt d'identifier cette bande, de la désigner comme la bande principale pour l'introduction de la 5G en Europe, compte tenu de ses bénéfices, du compromis en termes de capacité couverture que cette bande est susceptible d'offrir. Elle avait de bonnes chances d'être adoptée par les opérateurs mobiles pour ensuite développer des services. Le dernier axe de travail, c'était finalement de mettre à niveau les réglementations sur l'ensemble des bandes de fréquences mobiles harmonisées entre 700 MHz et 2,6 GHz en appliquer les principes de neutralité technologique. Donc il s'agit en amont de réévaluer les conditions techniques harmonisées, de veiller à ce qu'elles soient compatibles 5G en l'occurrence. Alors, vous avez évoqué la question de la bande de fréquence 26 GHz. Il y a eu un certain nombre d'expérimentations. Certains parlaient de la bande qui devait libérer la puissance de la 5G. Et aujourd'hui, on n'en parle plus tellement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on n'en parle plus tellement. Alors, certains font valoir ce choix comme un échec d'une certaine manière. Je pense que c'est nécessairement une mauvaise manière de voir les choses. À un moment donné, il faut identifier des différentes typologies de solutions pour adresser différents types de besoins. Au final, effectivement, je crois que l'ARCEP a délivré 13 autorisations expérimentales pour des durées de 3 ans. Ça permet de tester des solutions. Je pense qu'il ne faut pas
Ça reste une solution réglementaire disponible. Aujourd'hui, l'ARCEP dispose au niveau du tableau national de répartition des bandes de fréquences de l'intégralité des 3,25 GHz de spectre pour, le moment venu, les mettre à disposition, donc mettre en place un processus d'autorisation. Je crois que si ça n'a pas marché, ça peut aussi s'expliquer par le manque de disponibilité des équipements ou l'absence de modèle commercial valide à ce stade. Mais peut-être que ça offrira des perspectives pour la 6G. On reviendra sur la 6G tout à l'heure, si vous voulez bien. Avant cela, je voulais demander à Thierry Lucidard, justement, si on a pu constater aujourd'hui que la plupart des innovations, des cas d'usage cités portent sur sur la 5G privée plutôt que sur la 5G publique. Est-ce qu'il n'y a plus d'innovation espérée du côté de la 5G publique ? La 5G, qu'elle soit publique ou privée, elle bénéficie, comme je le disais, du mouvement vers l'avant, de la norme, du standard. Et ça ne va pas s'arrêter là, puisque la 6G, après, elle a encore de grosses ambitions en termes de latence, de débit, etc. Non, je crois que la grosse différence, c'est que la 5G privée vise à proposer finalement à des acteurs qui faisaient une utilisation propriétaire des technologies radio, finalement une technologie standardisée qui a pas mal de bénéfices. On en a discuté toute la journée pour couvrir leur verticale industrielle. Ce qui est pas une option impossible pour la 5G publique, puisque la 5G publique peut aussi adresser dans certaines conditions, peut proposer les services d'un cœur de réseau ou d'un cœur de réseau public, d'un opérateur historique pour adresser ou opérer quelque part le réseau d'un industriel. Donc quelque part, il y a un compromis à trouver entre le souhait de l'industriel de bénéficier ou de s'occuper de A à Z de l'ensemble de son contexte, ou alors d'en sous-traiter une partie éventuellement sous la forme d'une slice d'un réseau public. Et ce compromis, il est peut-être fonction de l'application, de la taille de l'entreprise, des ROI éventuels dont on a parlé ce matin. Donc il y a un mécano, il y a plusieurs possibilités. Le marché effectivement, vu de loin, peut paraître un peu segmenté. C'est-à-dire segmenté entre des opérateurs historiques qui font appel à des fournisseurs historiques. Il y en a certains dans cette salle, qui vont effectivement faire un peu ce qu'on a toujours fait, et puis quelque part d'autres éléments de marché comme les industries, comme les zones non couvertes, comme d'autres terrains de jeu un petit peu différents qui seraient couverts par la 5G privée, mais c'est complémentaire à mon avis. Aurélien Palix, le satellite fait également partie des technologies qui fonctionnent avec la 5G. Qu'est-ce qu'on pourra faire avec ? Est-ce qu'il s'agit uniquement d'améliorer la couverture de territoires qui sont mal desservis ou on a d'autres choses à espérer ? Il y a d'autres choses à faire aussi. Et effectivement, le premier usage vraiment et le premier réflexe sur lequel on peut avoir, effectivement, c'est de se dire que ça va permettre une complémentarité entre les réseaux satellitaires et la 5G pour justement permettre de mieux couvrir l'ensemble du territoire, puisque par définition, les technologies satellitaires, elles sont plus larges, elles ne sont pas contraintes par la géographie, et donc elles permettent de couvrir des zones
qui restent parfois mal, voire pas du tout desservis. Donc on a une complémentarité à trouver entre les réseaux terrestres et non terrestres. Et au-delà de ça, il y a aussi le développement actuel de la 5G non terrestre qui va permettre différents cas d'usage, qui reste encore un petit peu à développer et à expertiser, puisqu'on est encore sur des choses assez exploratoires. Mais on peut penser à des usages de défense, bien évidemment, mais aussi à de l'IoT plus sécurisé, de la localisation de terminaux ou d'objets vraiment beaucoup plus fines, ou encore de l'accès notamment à des médias, à du broadcast via la 5G. En tout cas, nous, effectivement, dans le cadre de la stratégie, on regarde aussi ces technologies-là, et donc nos appels à projets sont ouverts à ce type de technologies-là. On a déjà des projets qui ont été financés, qui sont explorés, et on essaie vraiment de voir dans quelle mesure ces technologies peuvent être complémentaires pour justement permettre de répondre. L'idée, c'est vraiment de trouver la technologie qui répond le mieux aux besoins finaux de l'utilisateur final. Et donc parfois, effectivement, la 5G satellitaire sera la bonne réponse, parfois non. Hakima Chaouchi, la sécurité des réseaux mobiles est un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Vous avez écrit trois bouquins sur le sujet. Donc voilà, c'est un sujet que vous suiviez depuis un certain temps. Quelles sont les implications de l'adoption de la 5G sur la sécurité et la confidentialité des données, notamment dans un contexte d'IA et de robotique? Oui, en effet, le sujet de cybersécurité est important du fait qu'il touche finalement aussi bien la partie capture de données, communication, sur la partie transmission, stockage et puis après traitement de ces données-là. Donc pour ma part, au niveau des GRI, l'une des, on va dire, des actions qui étaient menées avant le plan France 2030, c'était la structuration de l'écosystème par des grands défis. C'était vers 2018 et ça avait permis déjà d'identifier donc des acteurs de cybersécurité, des PME, des startups, et ça avait permis aussi de travailler sur des verrous technologiques. Et puis après, à partir de 2020, il y a eu la stratégie d'accélération cyber qui a donc dédié différents axes de recherche, mais aussi d'innovation. Et au niveau de la stratégie d'accélération 5G réseau du futur, il y a effectivement le programme de recherche avec les acteurs académiques sur des sujets dédiés cyber. Il y a aussi l'appel à projet qui est en cours, qui a la dimension cybersécurité. Et pour revenir sur les problématiques donc, de l'adoption de la 5G et l'implication, on va dire, dans les applications citées par rapport à la cybersécurité, peut-être rappeler que le paradigme shift, c'est-à-dire le changement de paradigme au niveau de l'architecture réseau 4G vers la 5G, il y a, on va dire, peut-être deux dimensions importantes à rappeler. L'une est au niveau du réseau d'accès. On parle donc de l'ouverture, on va dire, de la partie matérielle par rapport à la partie logicielle. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y aura des briques qui anciennement dans les réseaux télécoms standardisés par la 3GPP étaient implémentés par le hardware, qui est un peu on pense que c'est le garant, on va dire, d'un niveau de sécurité fort. Et dans l'architecture 5G, donc il y a des fonctionnalités qui vont être plutôt implémentées de façon logicielle au niveau de l'accès. Et on standardise bien sûr les interfaces au niveau de cette partie accès. Et au niveau du réseau cœur 5G, on a aussi cette dimension donc d'utilisation du logiciel, mais aussi des technologies de virtualisation qui amènent en fait un partage de ressources matérielles. On peut imaginer par exemple un routeur matériel qui devient une espèce de routeur logiciel. Et donc, on dit que dans l'architecture même de la 5G, la surface d'attaque peut hériter des problématiques, donc des vulnérabilités liées au logiciel. Et donc, dans le développement des architectures réseau 5G, des briques technologiques de cybersécurité, donc de sécurisation, aussi bien au niveau de l'accès qu'au niveau du réseau cœur, sont mises en place. Et on a des modèles de certification pour valider par donc les
agences donc, de sécurité, le niveau de sécurité de ces solutions-là. Et donc, si on revient, par exemple, aux applications comme la robotique ou bien sur la réalité virtuelle ou augmentée, eh bien, je dirais que sur la partie communication, on maîtrise, on va dire, la partie cybersécurité. La difficulté va être au niveau des devices. Parce que dans la 5G, on ouvre une multitude d'accès à des terminaux divers et variés, donc du véhicule, le drone, le capteur, le smartphone, etc. Et donc, chaque terminal va avoir son propre système d'exploitation et donc, on va hériter des vulnérabilités liées au niveau applicatif de ces terminaux. Et donc, pour réussir, on va dire, une sécurité de bout en bout, il ne s'agit pas de s'asseoir que sur la sécurité du réseau 5G, mais aussi s'assurer du niveau de sécurité des applications qui sont donc accompagnées par ce réseau 5G. Alors la 5G, Thierry, est plébiscitée par sa stabilité, sa sécurité, sa mobilité. Est-ce que le match contre le Wi-Fi est définitivement plié, notamment dans l'industrie? En tout cas, pour des applications pour lesquelles les points que vous venez de citer sont critiques, je pense que oui. C'est-à-dire que la cybersécurité du Wi-Fi, même si alors je ne suis pas un expert du Wi-Fi, mais j'espère qu'elle s'est améliorée par rapport à quelques années. Mais bon, la mobilité, on a cité un certain nombre d'applications pour lesquelles effectivement ces besoins de mobilité étaient, en Wi-Fi, vous ne pouvez pas garantir la mobilité. Et puis les applications, par exemple, de latence contrôlée, telles que celles que vous citiez tout à l'heure, où on a besoin effectivement de piloter un robot, et le robot doit être pilotable, c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir dans la boucle un retard pur qui fait que le truc devient impilotable, et là, le match est plié, oui. Après, pour d'autres applications qui ne nécessitent pas ça, je dirais après, c'est un autre débat, mais pour les applications pour lesquelles ces caractères-là sont critiques, effectivement, le match est plié. Merci. Aurélien Palix, la 5G n'a pas fini d'être déployée, exploitée dans toutes ses capacités. Et voilà maintenant que la 6G commence à pointer le bout de son nez. Est-ce que vous la voyez dans votre champ d'action comme une technologie de rupture ou plutôt comme une 5G améliorée? Alors sur ce sujet, je me tournerai vers Akima qui est beaucoup plus experte que moi sur le sujet. Déjà, il faut préciser qu'on en est qu'aux prémices de la 6G et en tout cas, voilà, donc on reste sur un exercice qui est assez prospectif. On pense que la 6G, en tout cas telle que définie par les premiers documents de l'UIT, on va vraiment aller beaucoup plus loin et continuer plus loin que la 5G. Donc je suis pas sûr qu'on aille sur une différence de paradigme aussi forte qu'entre la 4G et la 5G. Mais par contre, on va essayer de mobiliser des technologies vraiment innovantes et de rupture pour aller encore plus loin sur le sujet. Nous, toujours est-il que gouvernement Bercy, représentant du ministère de l'économie et des finances, on va veiller à ce que justement la France et l'Europe puissent peser dans l'exercice de standardisation et de normalisation de la 6G. Et d'ailleurs, Akima, tu pourras parler de France 6G qu'on va mettre en place dans le cadre de la stratégie. Et en tout cas, côté la France, justement, va essayer de continuer à porter certains axes prioritaires, en tout cas dans le développement de la 5G. Justement, le sujet de la cybersécurité, le sujet de la sécurité des réseaux qui est vraiment primordial et qu'on porte vraiment main dans la main avec l'ANSSI, donc l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Et une autre priorité pour nous, gouvernement, ce sera aussi la réduction, autant que faire se peut, de l'empreinte environnementale des futurs réseaux télécoms. Donc ce sera vraiment dans le cadre de la standardisation de priorités gouvernementales et c'est d'ailleurs des choses qu'on a portées dans le cadre de la déclaration conjointe sur la 6G qu'on a signée à l'occasion du Mobile World Congress avec divers pays, notamment les États-Unis, la Suède, la Finlande, la Corée du Sud, des pays qui comptent sur le sujet. Alors, Akima Chouchi, quelles sont justement les attentes sur la 6G et comment la 5G prépare-t-elle le terrain pour cette nouvelle génération de technologies de communication?
J'enchaîne justement sur ce que vient de dire Aurélien, merci. Alors pour la 6G, rappeler effectivement le contexte de la standardisation des réseaux cellulaires. Donc la 6G s'inscrit dans ce qu'on appelle le cycle de 10 ans de la standardisation, la 5G étant donc le cycle précédent, donc c'était de 2010-2020, donc on appelle ça IMT 2020. Donc c'est au niveau justement de la branche télécom des Nations Unies que se discute déjà le sujet des radiofréquences, mais aussi les attentes qu'on appelle en anglais les requirements, c'est-à-dire quelles sont les attentes en termes de performance de ces technologies-là. Et donc pour la 6G, donc ça commence en 2020 jusqu'en 2030, donc on parle de l'IMT 2030. En fait, on est dans la phase de réflexion dans les groupes de standardisation sur qu'est-ce que cette technologie-là va apporter en termes de performance. Et donc, on a l'ITU qui donne justement les requirements. Donc, on sait que, par exemple, la 6G va être beaucoup plus performante que la 5G. Mais comme le disait tout à l'heure Aurélien, donc les paradigmes ont été installés justement par la 5G. C'est là qu'on voit justement la partie préparation par la 5G. Et l'idée de la standardisation maintenant, qui se tient dans différentes instances. Donc la 3GPP, c'est celle qui standardise les réseaux cellulaires. On a aussi l'ETSI. Récemment, par exemple, il y a eu le sujet des communications terrestres pour la 6G, donc on parle du NTN. Et on peut citer déjà quelques technologies qui sont listées dans les documents de l'ITU, comme par exemple la partie interface radio, dans laquelle on va donc pousser des travaux de recherche pour aller chercher de la communication beaucoup plus rapide. Donc on parle de la théorie d'information, donc Beyond Shannon, dans laquelle on va avoir aussi la prise en charge de la métrique de l'impact sur l'environnement. Donc comme ça, quand on a un émetteur et un récepteur, donc 6G, dans la théorie même de communication, on va intégrer dans le modèle la métrique donc d'impact sur l'environnement. On a un sujet, par exemple, qui est lié à l'intégration par exemple, de l'information de localisation au niveau de la transmission, c'est-à-dire que les stations de base aussi vont pouvoir faire de la localisation, donc du sensing. On va généraliser le sensing en plus de la communication. Et il y a l'autre dimension qui est l'intelligence artificielle qui va être distribuée, mais on parle dans la 6G donc d'un côté natif dans tous les équipements de la 6G, mais aussi toutes les briques logicielles. Et j'insisterai par exemple sur le cas de l'obtention d'un délai minimum encore plus petit dans la 6G par rapport à la 5G. Pour donner des chiffres, dans la 5G, on parle de quelques millisecondes en termes de délai entre un émetteur et un récepteur. Et dans la 6G, l'ambition, c'est d'arriver à avoir une transmission avec un délai inférieur aux millisecondes. Et pour avoir ça, ça veut dire qu'on doit dépasser la limite au niveau on va dire de la transmission physique, c'est-à-dire le support physique lui-même. Et pour gagner ça, donc on va utiliser justement de l'intelligence artificielle pour faire de l'allocation de ressources radio intelligentes sur les interfaces. Et il nous faut aussi une autre dimension qui est gagner le temps réel, mais sur la partie applicative. En effet, quand on prend par exemple le sujet de la réalité virtuelle, si on n'a pas des nouvelles générations, par exemple, de codecs applicatifs très rapide, même si on a une technologie de communication très rapide, le délai qui est promis dans la 6G ne peut pas être obtenu. Donc, dans les attentes de la 6G, on va continuer à rendre encore plus performant la partie communication, mais on va aussi fédérer les autres écosystèmes liés au niveau applicatif pour garantir justement ces dimensions-là. Et donc, comme l'avait nommé tout à l'heure donc Aurélie,
israélien. Au niveau de la stratégie d'accélération, il y a des travaux qui sont donc effectués au sein du CSF Infranum au travers donc du GT Innovation, donc de prospective technologique pour la 6G. Et il y a aussi une mission donc de préfiguration donc France 6G qui va donc offrir un espace d'échange pour l'écosystème recherche, innovation, institutions pour justement travailler sur l'accompagnement des acteurs vers la standardisation de ces technologies 6G. Et donc, ça serait normalement, on va dire, une continuité par rapport à ce qui a été fait d'un point de vue technologique sur la 5G, mais un meilleur accompagnement sur les objectifs stratégiques donc, de gestion de propriété et de standardisation. Merci. Emmanuel Fossurier, à chaque nouvelle génération de téléphonie mobile, il y a d'âpres discussions autour des fréquences visées, de leur prix, de leur disponibilité, de leur propriété, de leur performance. La 5G n'a pas fait exception. Qu'en est-il de la 6G ? Alors, les discussions ont bien commencé sur les questions des bandes de fréquences. Quand bien même on ne sait pas vraiment ce qu'est la 6G, il faut s'interroger sur le sujet très, très en amont pour soutenir les cycles de développement industriel. Alors, vu d'Europe, il y a deux dominantes qui alimentent les débats. C'est l'objectif de soutenir l'introduction de la 6G pour un possible marché de masse à l'horizon 2030. Et aussi le soutien de la souveraineté industrielle au niveau européen. Une fois qu'on a dit ça, il reste quand même pas mal de travail. Et une question qui divise beaucoup les administrations européennes actuellement, c'est précisément la nécessité d'identifier une bande principale pour soutenir l'introduction de la 6G. Plus précisément, une bande à l'instar de la bande 3.5 pour la 5G ou de la bande 2.6 pour la 4G qui offre un bon compromis de capacité couverture. Alors, pour illustrer les divergences, typiquement l'Allemagne sur ce thème répète à l'envi que les principes de neutralité technologique, l'idée qu'il faut favoriser le partage des fréquences, rechercher une utilisation efficace des fréquences. Ça fait partie du travail normal de gestion des fréquences. Et avant de penser une nouvelle bande de fréquences, l'ANFR, quand nous exprimons donc, au nom de la France dans ces instances européennes, nous soulignons que c'est une question, la question de la bande principale ne peut pas être ignorée, enfin pour une raison simple. Bon, hormis l'expérience passée avec les générations précédentes, mais il y a quand même cette idée que pour un opérateur mobile, réduire la capacité disponible, le spectre disponible pour une technologie existante n'est pas simple en soi, n'est pas nécessairement simple. Et il y aura aussi bien sûr la question de la disponibilité des terminaux. Qu'est-ce qu'on vise justement comme bande ? Est-ce qu'on reste sur le 3.5 ou on monte un peu ? Alors, on monte un peu. Ce débat est complexifié par la rareté des solutions. Et en l'occurrence, la France est amenée à insister sur le fait que si le besoin d'une telle bande principale pour la 6G est établi, alors la seule option disponible, c'est bien la bande 6 GHz haute, donc la bande de l'ordre de 500-600 MHz, juste au-dessus du Wi-Fi 6 GHz. Et voilà, donc il n'y a pas de. C'est un sujet qui va continuer à alimenter les débats. Il y a un enjeu, il y a une nécessité de prendre une décision à l'horizon 2025 sur le futur de cette bande. Et derrière tout ça, il y a le match Wi-Fi versus mobile. Est-ce que c'est la position de la France, la bande haute de 6 GHz, c'est la position que vous défendez à l'ANFR ? Je dirais que notre rôle, en particulier en tant qu'ANFR, c'est de mettre tous les acteurs face aux
aux réalités. C'est pour ça que on insiste toujours. Si le besoin est établi, parce qu'on ne peut pas non plus trancher de manière ferme aujourd'hui, il y a différents acteurs industriels, comme mentionné, qui portent des besoins différents. Il faut savoir que c'est la seule option disponible. Et bon, des bandes de fréquences supérieures qui ont été débattues, par exemple, à la conférence mondiale de fin 2023, ne constituent pas des options viables en Europe compte tenu des usages militaires. Entre 7 et 24 GHz, il n'y a rien de dispo en fait. C'est un peu ça la question. Non, il n'y a rien de dispo effectivement pour planifier la 6G. Peut-être ajouter deux commentaires en lien avec les fréquences. Alors peut-être c'est plus anecdotique, mais on a parlé du sensing. Donc l'industrie met pas mal en avant les gammes de fréquences sub-terahertz pour alimenter, donc pour contribuer à capter plus d'informations sur l'environnement et aussi alimenter l'intelligence artificielle. Donc ce sont des éléments, ce serait nécessairement moins problématique, moins contentieux, élaborer une solution réglementaire dans ces gammes de fréquences est réaliste, c'est moins contentieux. Et on a parlé de la complémentarité mobile satellite. Donc il y a un point à l'ordre du jour de la conférence mondiale de 2027 sur l'utilisation sur l'introduction du service mobile par satellite dans les bandes harmonisées mobiles. Donc c'est un vrai sujet. Bon, le travail au niveau international, dans le contexte d'une conférence mondiale, c'est d'être en capacité de dire les conditions aux frontières, entre guillemets. Donc, quelles sont les conditions pour que si un pays A autorise des usages satellites, des descendants en particulier, quelles sont les conditions à respecter par les stations spatiales pour ne pas brouiller les usages du pays voisin, les usages mobiles en l'occurrence. Donc, on en reparlera l'année prochaine. Je pense que le sujet aura un peu évolué d'ici là. Une dernière question, parce qu'on est en train de déborder largement sur le temps, que j'adresse à la fois à Aurélien Palix et à Kilima Chaouchi. Dans quelle mesure peut-on construire un système, un écosystème 5G souverain, sachant qu'on n'a pas forcément toutes les briques en France? Justement, c'est l'objectif de France 2030, justement, qui était d'essayer d'adresser vraiment toute la chaîne de valeur et d'essayer de développer des offres souveraines sur chacune des briques. C'est pour ça qu'on finance des projets d'ailleurs qui vont justement du cœur de réseau au hardware. Et notre objectif, effectivement, en tant que ministère de la souveraineté numérique notamment, c'est justement de permettre à nos acteurs et en tout cas aux utilisateurs qui veulent construire un réseau, qui veulent mobiliser un réseau, d'avoir, si possible, une offre française sur chacune des briques. C'est ça notre objectif de souveraineté. Après, bien évidemment, ce sera confronté aussi à des objectifs économiques, parce que il y aura une solution française, mais ce sera peut-être pas la plus compétitive. Donc il faut aussi prendre ça en compte. Mais en tout cas, c'est notre objectif, c'est ce qu'on essaie de financer via France 2030. Alors bon, je dis pas qu'aujourd'hui on y est, mais en tout cas, c'est vraiment ce qu'on vise. On n'a pas d'équipementier majeur capable de... on n'a pas d'équipementier de bout en bout, non. Ouais. Bon, après, on a quand même 2 équipementiers européens avec qui on travaille, qui ont une grosse présence en France aussi, et d'ailleurs qui ont participé à certains projets de la stratégie d'accélération, puisque ça permet aussi d'avoir, à ces équipementiers, de localiser de la recherche en France, de créer de l'emploi, parce qu'on travaille aussi... bien évidemment, on aimerait avoir un équipementier français. Il faut avoir aussi un certain degré de réalisme. C'est une souveraineté européenne, en tout cas. Voilà, et essayer de localiser en tout cas un maximum d'activités en France, parce que c'est aussi notre but, c'est de créer de l'activité en France, de localiser les activités de recherche de ces gros équipementiers qui ont quand même une surface mondiale. Ils ont des centres de recherche partout dans le monde qui mettent en compétition d'ailleurs. Et donc on a été quand même très ravis de voir que ce soit Nokia ou Ericsson postulent à nos appels à projets pour développer des activités en France et développer de la recherche et développement sur le territoire, ce qui, a priori, permettra aussi, en tout cas, à notre écosystème de recherche et d'innovation de grandir.
Oui, je voulais juste compléter puisque on est hors temps. Oui, donc c'est effectivement de la souveraineté numérique dimension européenne. Pour le monde académique, donc côté DGRI, en tout cas, on perçoit le côté souveraineté numérique et on l'implémente pour la stratégie d'accélération sur la partie recherche et sur la partie aussi compétences, parce qu'il y a la production effectivement de solutions souveraines sur le sol, mais après, il nous faut aussi les compétences. Et sur, on va dire, la méthodologie européenne. On voit par exemple sur le programme de recherche européen pour la 5G, 6G, il a été fait le choix aussi de faire de la recherche un lien très, très on va dire, proche de la standardisation. Donc l'idée étant justement de positionner les acteurs européens très rapidement sur les sujets. Après, je vous rejoins bien sûr sur la problématique donc d'équipementier. Et là-dessus, l'idée de pousser plus de logiciels dans le paradigme 5G pourrait nous amener aussi vers la réduction de la problématique donc d'équipement à un niveau de granularité plus petit, donc peut-être maîtriser un petit peu plus le problème de souveraineté en mettant un peu plus de software. Mais là, on va avoir aussi la partie, donc les acteurs du cloud européen qui voilà, donc va nous amener vers la réflexion donc, des grands acteurs plutôt américains. Et là, d'un point de vue recherche, du fait qu'on pousse des solutions donc, de type distribué edge computing, ça pourrait nous amener aussi vers une logique de cloud distribué qui pourrait être éventuellement la solution pour la partie software pour les telcos. Donc à suivre, en tout cas dans les projets de recherche. Et je rappelle aussi que dans la stratégie, il y a des grands projets donc, européens, donc les fameux PIEC, dans lesquels justement il y aurait des expérimentations dans ce sens-là.